Le 1er janvier 2026, à l'âge de 95 ans, Warren Buffett a tiré sa révérence. The time has arrived. En 1965, une action Berkshire Hathaway coûtait 19 $. Aujourd'hui, elle en vaut près de 750 000 $. Warren Buffett, c'est l'investisseur le plus influent et le plus couronné de succès de l'histoire. Mais derrière la légende se cachent aussi des failles, des erreurs et des pardons. Alors comment un gamin, un livreur de journaux, a-t-il bâti un empire à 1000 milliards de dollars? Laissez-moi vous conter l'histoire de l'oracle d'Omaha. Warren Edward Buffett naît le 30 août 1930 à Omaha, dans le Nebraska. Son père, Howard, est un courtier en bourse mis au chômage forcé par le krach de 1929. Sa mère, Leila, souffrait de troubles bipolaires non diagnostiqués. Ces crises de colère duraient des heures et terrorisaient les enfants Buffett. Face à ce chaos émotionnel, Warren développe un mécanisme de défense. Il se réfugie dans les chiffres. Cela tombe bien, le grand-père, Ernest Buffett, possède une épicerie à Omaha. Il a même écrit un livre au titre improbable, How to Run a Grocery Store and a Few Things I Learned About Fishing. Dès l'âge de 6 ans, Warren achète des packs de 6 bouteilles de soda à l'épicerie de son grand-père pour 25 cents. Il les revend à l'unité dans son quartier au prix de 5 cents la bouteille et réalise donc un bénéfice de 5 cents par pack. Pour savoir quelle marque acheter, Warren va collecter les capsules de bouteilles jetées dans les poubelles. Plus il trouve de capsules d'une marque, plus il déduit que le soda est populaire. À 10 ans, son père l'emmène visiter la bourse de New York. Warren dira plus tard que ce jour-là, sa carrière a réellement commencé. Pour lui, c'est sûr, l'argent signifie la liberté. À 11 ans, il annonce à ses amis qu'il deviendra millionnaire avant 35 ans. La même année, il fait son tout premier investissement en bourse via une procuration de son père. Il achète des actions de City Service, une petite pétrolière, à 38,25 $ l'unité. Peu de temps après, l'action chute brutalement à 27 $. Warren panique, mais il refuse de vendre à perte. Dès que l'action remonte à 40 $, il s'empresse de s'en débarrasser. L'action City Service atteindra plus tard 200 $. Warren venait d'apprendre sa première grande leçon d'investissement. Le marché est un système qui transfère l'argent des poches des impatients vers celles des patients. Et vous verrez, ce mantra va le suivre toute sa vie. À 13 ans, Warren se lève à 4h30 chaque matin pour livrer le Washington Post à ses voisins. À cette époque, un ingénieur gagne 392 $ par mois. Warren, lui, en gagne 175 avec ses tournées. À 14 ans, il remplit sa première déclaration d'impôt et déclare un revenu de 592,50 $. Il déduit sa bicyclette comme dépense professionnelle et paye 7 $ d'impôt. La même année, Warren achète une ferme de 16 hectares pour 1200 $. Il laisse un fermier l'exploiter et partage les bénéfices avec lui. Lorsque Warren quitte le lycée à 17 ans, il a accumulé plus de 5000 $. Ajusté à l'inflation, c'est l'équivalent de plus de 60 000 $ aujourd'hui. En 1949, Warren postule à la Harvard Business School, la voie royale vers Wall Street. Mais il a un problème, c'est un élève plutôt médiocre. Warren est intelligent, mais il passe plus de temps à gérer son argent qu'à étudier. Alors pourquoi s'embêter puisqu'il gagne déjà plus que la plupart de ses professeurs? Sans surprise, Warren est rejeté par Harvard. Warren est dévasté, mais il ne sait pas encore que c'est en réalité une bénédiction déguisée. Warren est obsédé par le livre The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Lorsqu'il apprend que Graham enseigne à Columbia, il s'y inscrit immédiatement. Benjamin Graham, c'est le père du value investing. À l'époque, la mode est à la spéculation court terme. Lorsqu'une action monte, on achète la hausse. Si elle descend, on vend la baisse. Graham, lui, décide d'ignorer le prix du jour et se pose une seule question. Combien vaut vraiment cette entreprise? Il épluche le compte de résultat, le bilan, analyse les actifs, les dettes et calcule une valeur intrinsèque de l'action. Graham achète uniquement si la valeur comptable est supérieure à la capitalisation boursière. Cette différence entre la valeur comptable et le prix que lui donne la bourse, c'est ce qu'il appelle la marge de sécurité. Graham a aussi une métaphore célèbre, Mr. Market. Certains jours, Mr. Market est euphorique et vous propose des prix absurdement élevés. D'autres jours, il est plutôt déprimé et décide de tout brader. L'investisseur intelligent ne se laisse pas influencer par les humeurs de Mr. Market. Warren Buffett est le seul étudiant à recevoir un A+ de la part de Benjamin Graham. D'ailleurs, Graham est également administrateur d'une compagnie d'assurance automobile, Geico. Un samedi, Warren prend le train pour Washington et se rend, sans rendez-vous, au siège de l'entreprise. Il tombe sur Lorimer Davidson, un cadre de l'entreprise, qui lui ouvre la porte. Warren explique qu'il est un étudiant de Graham et qu'il veut comprendre le business model de Geico. Admiratif de l'audace de ce jeune homme, Davidson lui accorde 4 heures d'entretien. Warren va apprendre que Geico a un avantage décisif sur ses concurrents. À l'époque, pour souscrire une assurance, il faut passer par un agent qui prend sa commission au passage, souvent 10 à 15% de la prime.
Gecko a supprimé l'intermédiaire et vend directement aux clients. Ainsi, la compagnie peut proposer des prix beaucoup plus bas en gardant les mêmes marges. De plus, Warren découvre le concept du float. Lorsque vous souscrivez à une assurance automobile, vous payez votre prime en janvier pour être couvert toute l'année. La compagnie d'assurance collecte votre argent immédiatement, mais ne paiera les éventuels sinistres que bien plus tard. Ce délai crée une masse d'argent disponible, le float. Le float peut être immédiatement investi. C'est en quelque sorte un prêt à taux zéro. Warren investit 65% de son portefeuille dans Gecko et réalisera un multiple supérieur à x1000 sur cet investissement. Après Columbia, Warren veut travailler gratuitement pour Graham. Mais Graham n'embauche que des employés de confession juive afin de lutter contre l'antisémitisme qui fait rage à Wall Street. Pendant 3 ans, Warren continue d'écrire à Graham. Il lui envoie ses analyses et lui prouve sa valeur bien qu'étant à distance. En 1954, Graham finit par céder et fait de Warren la première exception à sa règle. Dans sa société, Graham Newman, Warren apprend une nouvelle technique, le cigar butt investing. L'idée est très simple. Warren doit trouver des entreprises dont personne ne veut, mais dont les actifs, les usines, les machines, la trésorerie valent plus que le prix de l'action. C'est comme trouver un mégot de cigares par terre. Il ne reste plus qu'une bouffée dessus, mais elle est gratuite. Cela paraît improbable, mais à l'époque, sans ordinateur ni algorithme, ces opportunités existent. Pour les dénicher, Warren passe ses journées à éplucher des milliers de rapports financiers. En 1956, Graham prend sa retraite et ferme sa société. Warren a alors 26 ans et a économisé 170 000 $. Aujourd'hui, cette somme équivaut à 2,1 millions de dollars, mais pour l'époque, Warren n'est qu'à 17% de son objectif de devenir millionnaire avant 35 ans. Alors il décide de rentrer à Omaha pour se lancer seul. Le 1er mai 1956, il crée Buffett Partnership, société au capital de 105 100 $. 100 $ viennent de sa poche, le reste vient de sa famille et de ses contacts. Les règles de Warren sont très strictes. Les investisseurs ne peuvent ajouter ou retirer de l'argent qu'en décembre et Warren ne révèle jamais dans quoi il investit. Certains murmurent qu'il s'agit en réalité d'une pyramide de Ponzi. Mais pour Warren, c'est une stratégie. Il veut pouvoir acheter des actions discrètement avant que les concurrents ne puissent faire monter les prix. She was the girl. Yeah. En 1958, Warren et sa femme Suzy achètent leur première maison à Omaha pour 31 500 $. Warren a longtemps résisté à cet achat. Pour lui, chaque dollar dépensé est un dollar qui ne travaille plus en bourse. Il surnomme cette maison Buffett's Folly, la folie de Buffett. Dans sa tête, ces 31 500 $, après quelques décennies d'intérêts composés, représentaient des millions envolés. C'est pour ça que Warren n'a jamais déménagé et vit toujours dans cette maison. La même année, il repère Sanborn Map Company. Cette entreprise cartographie les villes américaines pour les assureurs incendies. L'assureur emploie ensuite les cartes pour calculer les risques de sinistre d'un bâtiment spécifique. Sanborn est en déclin car les assureurs commencent à utiliser d'autres méthodes. Mais une partie de la trésorerie est investie dans un portefeuille boursier qui vaut 65 $ par action. Or, l'action de Sanborn, elle, se négocie à 45 $ l'action. Le marché valorise donc l'activité cartographique de Sanborn à moins 20 $ par action. Warren investit 35% du capital de sa firme dans Sanborn. Avec autant d'actions, il a assez de poids pour voter lors de l'Assemblée générale. Son ultimatum au conseil d'administration, vous vendez le portefeuille d'actions et redistribuez l'argent aux actionnaires, sinon vous serez remercié dès le prochain vote. Le conseil d'administration va céder. Warren va obtenir gain de cause. La valeur cachée qu'il avait repérée dans le bilan est débloquée. Rendement pour Warren, plus 50% en 2 ans. When I first met Warren back in 1959, I recognized immediately that he was a very intelligent. En 1959, Warren rencontre un avocat d'affaires de Los Angeles lors d'un déjeuner. Charlie Munger a 35 ans, 6 ans de plus que Warren. Leur parcours se ressemble étrangement. Tous deux ont grandi à Omaha. Tous deux ont travaillé dans l'épicerie du grand-père de Warren, sans jamais se croiser. Entre les deux hommes, le courant passe immédiatement. Charlie et Warren s'écrivent et se revoient fréquemment. En 1962, inspiré par Warren, Charlie crée sa propre firme d'investissement à Los Angeles. Pendant plusieurs années, les deux hommes gèrent leurs fonds séparément, mais échangent constamment leurs idées. En 1961, Warren achète Dempster Mill, un fabricant de moulins à vent au Nebraska. En bourse, l'action vaut 28 $, mais sa valeur intrinsèque est de 72 $ par action. Néanmoins, redresser l'entreprise nécessite des licenciements massifs. Les habitants de Béatrice, la ville où est basée l'usine, sont furieux. Ils organisent une collecte pour racheter l'entreprise et chasser Buffett. Une fois redressé, Warren leur vend volontiers l'entreprise à 80 $ l'action. Il obtient un rendement de 185% sur cette opération. Warren vient de réaliser ce qu'on appelle un corporate rate. Mais pour la première fois de sa carrière, il est pointé du doigt dans la presse. En 1962, Warren commence à acheter des actions d'une entreprise textile Berkshire Hathaway. C'est un nouveau cigar butt.
Le plan de Warren est très simple. Accumuler des actions, pousser l'entreprise à liquider ses usines, empocher la différence, passer à autre chose. En 1964, le PDG de Berkshire, Seabury Stanton, comprend ce qui se passe et tente d'arrêter Warren. Il négocie l'accord suivant. Berkshire rachète les actions de Warren à 11,50 $. Une belle plus-value. Quelques semaines plus tard, le contrat officiel arrive. Le prix indiqué n'est pas 11,50 $, mais 11,375 $. Warren est furieux. Par vengeance, il achète des actions jusqu'à prendre le contrôle total de l'entreprise. Sa première décision, licencier Seabury Stanton. Warren est satisfait, mais il a maintenant un nouveau problème. Il est devenu propriétaire d'une entreprise textile qui se meurt. Il a laissé ses émotions prendre le dessus sur son analyse. C'est Charlie Munger qui lui donne le conseil qui va tout changer. Tu as pris une décision stupide en achetant Berkshire. Mais maintenant que c'est fait, je vais te dire comment corriger ton erreur. Oublie les entreprises médiocres à prix bradé. À la place, achète de bonnes entreprises à des prix raisonnables. The dumbest stock I ever bought was Berkshire Hathaway. Warren qualifiera plus tard l'achat de Berkshire de pire investissement de sa carrière. En 1967, Warren marche dans les pas de son mentor et acquiert sa propre compagnie d'assurance, la National Indemnity. National Indemnity coûte 8,6 millions de dollars, mais donne accès à 19 millions de dollars de flotte. Warren peut maintenant investir ce float alors qu'il a investi bien moins pour acheter les actions. Si ces investissements rapportent plus que le coût des sinistres, il peut baisser les primes, attirer plus de clients et augmenter encore le float. La National Indemnity est possédée par Berkshire Hathaway. L'entreprise textile continue de perdre de l'argent, mais Warren la garde par loyauté envers les employés. En 1969, Warren prend une décision pour le moins surprenante. Il dissout Buffett Partnership. De 1956 à 1969, la firme a généré un rendement annuel moyen de 29,5%. Pendant la même période, l'indice principal de l'époque a fait seulement 7,4% par an. Les 105 100 $ de départ sont devenus 100 millions de dollars. Warren estime que le marché a changé. Il ne trouve plus de cigar butt. Plutôt que de forcer des investissements médiocres, il préfère rendre l'argent à ses partenaires. Ceux qui veulent rester investis avec lui peuvent échanger leurs parts contre des actions de Berkshire Hathaway, l'usine de textile reconvertie en fonds d'investissement. La plupart des investisseurs ont la bonne idée d'accepter. Afin de vous donner un coup de pouce pour 2026, j'ai créé le code Nouvel An 20 qui vous donne 20% de réduction sur l'abonnement Finari Plus et Finari Pro. Grâce à Finari Plus, vous débloquez les synchronisations illimitées, le mode famille, l'ensemble de nos scanners, notamment le fameux scanner de frais, et enfin, l'investissement dans l'app aux frais les plus bas. Pour les professionnels qui me suivent, grâce à Finari Pro, vous pouvez suivre votre holding, ses investissements et tous vos comptes pro. Scannez le QR code qui s'affiche à l'écran pour télécharger l'appli ou rendez-vous sur finari.com pour vous lancer. En 1972, Warren fait un investissement qui cristallise sa nouvelle philosophie. Sous l'impulsion de Charlie Munger, Warren Buffett achète See's Candies, un fabricant de chocolat californien, pour 25 millions de dollars. See's génère 4 millions de dollars de profit chaque année. À 25 millions, le multiple est de 6,25 fois les bénéfices. Pour Warren, formé au Cigar Butt Investing, c'est cher. Mais Charlie Munger pose une question très simple. See's Candies vend des chocolats à 4 $ le kilo. S'il augmentait le prix à 5 $, est-ce que les clients partiraient ? Les clients n'achètent pas des chocolats See's parce qu'ils sont moins chers, ils les achètent parce que c'est See's. La marque est forte et a un pouvoir de fixation des prix. Chaque année, Warren augmentera en moyenne le prix du kilo de chocolat de 5%. 52 ans plus tard, en 2024, le prix dépasse 55 $ le kilo. Les clients, eux, sont toujours là. Depuis l'acquisition, l'entreprise a généré plus de 2 milliards de profits cumulés. Ces profits ont été réinvestis dans d'autres acquisitions qui ont généré d'autres profits qui ont financé à leur tour d'autres acquisitions. See's Candies a appris à Warren ce qu'il cherchera désormais dans tous ses investissements. Une marque forte, des clients fidèles et la capacité à augmenter les prix sans perdre de volume. Le 4 juin 1973, Warren investit plus de 10 millions de dollars dans le Washington Post. 30 ans plus tôt, ce même gamin se levait à 4h30 du matin pour livrer ce journal chez ses voisins. En 1974, le marché boursier américain s'effondre. Le Dow Jones perd plus de 45% en une année. Le partnership de Charlie Munger est durement touché et doit fermer boutique dès l'année suivante. En 1978, Charlie Munger va rejoindre officiellement Berkshire Hathaway. En 1985, Warren prend une décision très douloureuse. Il décide de fermer définitivement l'activité textile de Berkshire Hathaway. L'entreprise perd de l'argent et n'arrive plus à concurrencer les fabricants asiatiques. Warren voulait à tout prix rester loyal envers ses employés, mais la réalité économique finit par s'imposer. Berkshire n'est plus une entreprise de textile, c'est désormais une holding d'investissement. Le float de ses compagnies d'assurance est passé de 19 millions à plusieurs milliards de dollars.
C'est ce float qui permet de financer les acquisitions. En 1987, Warren investit 700 millions de dollars dans Salomon Brothers, l'une des plus grandes banques d'investissement de Wall Street. C'est un investissement inhabituel pour lui. Il n'aime pas Wall Street, mais les conditions sont très attractives. 9% de dividendes garantis. Salomon Brothers under investigation for improper trading of treasury bonds. En août 91, un scandale éclate. Paul Moser, un trader star de Salomon, a triché. Quand le gouvernement américain emprunte de l'argent, il vend des obligations aux banques lors d'enchères. La règle est simple, aucune banque ne peut acheter plus de 35% de ses obligations. Cela évite qu'un seul acteur ne contrôle le marché. Moser a passé des ordres au nom de clients sans leur accord pour contourner la limite. Le Trésor américain découvre la fraude et bannit Salomon des enchères. Pour une banque d'investissement, c'est une condamnation à mort. I'm Warren Buffett. I was elected interim chairman of Salomon Inc. En pleine crise, Warren est nommé chairman et CEO. Son salaire, $1 symbolique. Sa première décision, appeler personnellement le secrétaire au Trésor Nick Brady pour négocier. Grâce à sa réputation irréprochable, l'interdiction est levée et Salomon peut continuer à opérer. Le 4 septembre, Warren témoigne devant le Congrès à la suite de cette affaire. Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. En 1997, Salomon est vendu pour 9 milliards de dollars à Travelers Group, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Citigroup. Les 700 millions de dollars sont devenus 1,7 milliard de dollars. Mais à cause de ces péripéties, Warren décide de ne plus jamais investir dans une firme sur Wall Street. L'affaire Salomon n'est pas le seul coup de maître de Warren à cette période. En 1988, Warren fait un pari qui va marquer l'histoire. Il investit environ 1,3 milliard de dollars, 21% de la valeur nette de Berkshire à l'époque, dans une marque de soda. Son nom, de Coca-Cola Company. Wall Street le croit fou. L'action a déjà triplé en 10 ans et se paye actuellement 15 fois les bénéfices. De plus, Coca-Cola se rappelle du fiasco du New Coke. Les clients avaient tellement détesté cette nouvelle recette que l'entreprise avait dû faire marche arrière avec du Coca-Cola classique. Le marché reste méfiant, mais Buffett voit plus loin. D'abord, le crack de 1987 a fait chuter l'action de 25%. Ensuite, le fiasco du New Coke a prouvé quelque chose d'incroyable. Les clients sont tellement attachés à Coca-Cola qu'ils se sont révoltés lorsque son goût a changé. C'est la preuve ultime que la marque est irremplaçable. Enfin, Buffett voit le potentiel international du produit. Warren voit des décennies de croissance devant lui. En clair, Coca-Cola est une entreprise exceptionnelle à un prix très raisonnable. En 1993, Warren achète Dexter Shoe, un fabricant de chaussures américain, pour 400 millions de dollars. Sur le papier, Dexter coche toutes les cases. L'entreprise est rentable, bien gérée et produit des chaussures de qualité depuis des décennies. Warren pense avoir trouvé un avantage compétitif durable, mais c'était sans compter sur la mondialisation. Les usines asiatiques produisent les mêmes chaussures pour une fraction du coût. Dexter n'a pas de marque assez forte pour justifier son prix premium. Les clients ne sont en réalité pas fidèles à Dexter, ils sont fidèles au meilleur rapport qualité-prix. Warren a payé l'acquisition de Dexter en actions Berkshire. Le fabricant de chaussures va s'effondrer quelques années plus tard. Les actions utilisées pour l'achat vaudraient plus de 15 milliards de dollars aujourd'hui. D'ailleurs, la famille Alfond est devenue milliardaire grâce à ce rachat. Aujourd'hui, les différents héritiers du fondateur de Dexter pèsent chacun plus d'1 milliard de dollars. La leçon que Warren tire de ce fiasco, toujours financer les acquisitions en cash et jamais utiliser d'actions. À la fin des années 90, la bulle Internet n'a cesse de gonfler. Les entreprises technologiques sans profit valent des centaines de milliards de dollars. Warren refuse d'y participer. The question about the high-tech stock possible fallout. Anytime there have been real bursts of speculation in the market, it does get corrected eventually. Il répète sans cesse qu'il n'investit jamais dans ce qu'il ne comprend pas. Wall Street se moque de lui et le traite de dinosaure. En 2000, la bulle finit par exploser. Le Nasdaq perd 78% de sa valeur en 2 ans. Warren, lui, n'a rien perdu. En novembre 2009, Warren annonce la plus grosse acquisition de l'histoire de Berkshire, BNSF Railway, l'une des plus grandes compagnies ferroviaires américaines. Prix total du deal, 44 milliards de dollars, dette inclus. Il appelle ça un pari sur l'Amérique. Tant que des marchandises circuleront sur le territoire américain, BNSF gagnera de l'argent. En 2020, BNSF a rapporté 20,8 milliards de dollars de revenus à Berkshire. En 2014, Warren finira par vendre sa participation dans le Washington Post pour 1,2 milliard de dollars. Les 10 millions de dollars de 1973 ont été multipliés par plus de 100. Le journal qu'il livrait à vélo à 13 ans lui a rapporté un rendement de près de 10 000%.
Début 2016, Warren commence à acheter des actions Apple. Ce n'est pas Warren qui va initier cette position, mais l'un de ses lieutenants. Warren, qui utilise encore un téléphone à clapet, est d'abord sceptique. Puis, il comprend. I don't understand the phone, but I do understand consumer behavior. I know how people think about whether to buy a second car. De 2016 à 2018, Berkshire accumule près d'1 milliard d'actions Apple pour environ 36 milliards de dollars. Toujours en 2016, Warren se lance dans le secteur aérien. Pendant des décennies, il avait qualifié les compagnies aériennes de pire business au monde. Entre 1979 et 2012, le secteur aérien a perdu plus d'argent qu'il n'en a gagné. Les guerres de prix sont permanentes, les coûts fixes sont énormes et les syndicats très puissants. De plus, le secteur est fortement dépendant du cours du pétrole, tout ce que Warren déteste. Mais en 2016, quelque chose a changé. Après des décennies de faillites et de consolidation, il ne reste plus que 4 grandes compagnies aériennes aux États-Unis. American, Delta, United et Southwest. L'oligopole a remplacé la concurrence. Warren pense que la structure du secteur a changé. Il prend des participations de 10% dans les 4 survivants. Buffett's gone. Are you staying around? En mai 2020, au cœur de la pandémie du Covid-19, Warren vend toutes ses positions aériennes près du plus bas. L'oligopole qu'il avait identifié n'a pas résisté au signe noir, à l'événement impossible à prédire. Mais si Warren avait gardé ses actions un an de plus, ses positions auraient valu le double. I cried all the time when my first child died, but I knew I couldn't change the fate. En 2023, son meilleur ami et associé, Charlie Munger, s'éteint à l'âge de 99 ans. 34 jours de plus et il aurait passé la barre des 100 ans. Warren publie un communiqué. Berkshire Hathaway n'aurait pas pu être construit à son statut actuel sans l'inspiration, la sagesse et la participation de Charlie. Dans sa lettre aux actionnaires de février 2024, il va encore plus loin. Charlie était l'architecte du Berkshire actuel. Et j'ai agi comme un maître d'œuvre pour mener la construction quotidienne de sa vision. Il était pour moi un grand frère, mais aussi un père aimant. Même quand il savait qu'il avait raison, il me laissait les rênes. Lorsque j'ai fait des erreurs, il ne me les a jamais reprochées. En 2024, la position Apple de Berkshire atteint un pic de 174 milliards de dollars, 50% du portefeuille action de la firme. Warren, qui s'attend à une correction, vend 56% de la position pour environ 90 milliards de dollars. Le 3 mai 2025, lors de l'Assemblée générale annuelle de Berkshire Hathaway, Warren Buffett prend la parole. Je pense que le moment venu, Greg deviendra le CEO de l'entreprise à la fin de l'année. La personne dont il parle, c'est Greg Abel, son bras droit depuis des années. Il dirige toutes les activités non assurantielles de Berkshire, l'énergie, les chemins de fer, les usines. Warren reste président du conseil et fait une promesse, il ne vendra jamais une seule action de Berkshire. Entre 1965 et 2024, Berkshire a généré un rendement annualisé de 19,9%. Sur la même période, le S&P 500, le principal indice boursier américain, a fait que 10,4% annualisé. Autrement dit, Warren a fait presque le double du marché pendant 60 ans. Selon une étude Statista, Warren Buffett est le milliardaire le plus apprécié du grand public. Pourtant, durant son parcours, il a dépecé des entreprises, fait des licenciements massifs, ainsi que du lobbying très agressif. Lors de la crise des subprimes, Warren critiquait ouvertement les produits dérivés. Il les qualifiait d'armes financières de destruction massive. Pourtant, sous ses ordres, sa société Berkshire vendait des milliards de dollars de produits dérivés chaque année. Au-delà de Berkshire, l'actif le plus important que détient Warren, c'est sa réputation. Il mange des McDonald's au petit déjeuner, il conduit une voiture d'occasion, il vit dans la même maison depuis 1958. Il touche aussi un salaire très modeste de 100 000 $ par an. Il aime jouer du ukulélé en interview. Bezos, Zuckerberg, Gates, Jack Ma et même Sam Bankman-Fried, tous ont fait la une de la presse en parlant de leur mode de vie simple. Cette image n'est pas qu'une question de modestie, c'est une question de milliards. En 2008, lorsque Goldman Sachs et Bank of America avaient besoin d'argent frais, en pleine crise financière, ils ont appelé Warren Buffett. Pas seulement pour son capital, mais surtout pour son nom. Si le vieux sage d'Omaha, celui qui ne dépense pas un centime même pour sa maison, investit dans votre banque, c'est un signal fort au marché, vous allez survivre. D'ailleurs, Lehman Brothers avait aussi appelé Warren à la rescousse. Après avoir analysé ses états financiers, il avait refusé d'investir un centime dans cette banque. En échange de sa réputation, Buffett obtient des conditions exceptionnelles. Des actions préférentielles avec 10% de dividendes garantis, plus des options d'achat à prix fixe. En 5 ans, Warren va réaliser un rendement annualisé de plus de 80%. Ces conditions étaient inaccessibles à n'importe quel autre investisseur. La valeur nette des actifs de Berkshire Hathaway est d'environ 670 milliards de dollars. Mais la capitalisation boursière de Berkshire dépasse 1100 milliards de dollars.
les investisseurs payent presque le double de la valeur des actifs. Pourquoi? Ils n'achètent pas seulement les actifs, ils achètent aussi l'homme qui les incarne. Du coup, on se pose une question évidente. Que va-t-il se passer maintenant que cet homme n'est plus là? C'est incontestable, Buffett est un génie de l'investissement. Mais son parcours n'est pas que le fruit du talent et du travail. Le père de Warren, Howard, n'était pas n'importe qui. C'était un courtier en bourse qui deviendra membre du Congrès américain pendant 4 mandats. Rappelez-vous, Warren a fait son premier achat d'actions via une procuration à son père. Son premier emploi, c'était dans la firme de courtage de son père. Ses premiers investisseurs étaient sa famille et les contacts de son père. La famille Buffett est un miracle statistique. Le grand-père de Warren était trop vieux pour la Première Guerre mondiale. Son père, Howard, était trop vieux pour la Seconde Guerre mondiale, tandis que Warren, lui, était trop jeune. Les Buffett ont échappé sur 3 générations aux 2 guerres mondiales. Enfin, quand Warren lance sa carrière en 1956, les États-Unis entrent dans leur plus grande période de prospérité, les 30 Glorieuses. Et d'ailleurs, Warren est le premier à le reconnaître. Le jour le plus chanceux de ma vie est le jour où je suis né. Alors comment résumer Buffett? D'un côté, il y a des faits incontestables. 60 ans de surperformance, une capacité unique à expliquer des concepts financiers complexes avec des mots simples, une cohérence intellectuelle remarquable. De l'autre côté, il y a des nuances qu'on est obligé d'apporter. Des avantages dès sa naissance, une image soigneusement construite et maîtrisée. Warren Buffett est privilégié, mais il est aussi travailleur acharné. Il est chanceux, mais indéniablement brillant. Il est controversé, mais aussi admiré. En bref, Warren Buffett est en partie une légende, en partie un homme. Il est impossible de le placer dans une case. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que même après sa disparition, ses leçons resteront. La patience paye, l'impatience coûte. Warren avait 11 ans lorsqu'il a appris cette leçon. Il en a 95 aujourd'hui. Chapeau Monsieur Buffett et profitez bien de votre retraite.